Merci beaucoup pour cette introduction chaleureuse. Bonsoir à tout le monde. Donc je voudrais vous raconter l'histoire de notre espèce vue par la paléogénomique. Ce qu'on savait jusqu'à très récemment de notre évolution, venait de la paléanthropologie, les données paléanthropologiques qui ont donné ou essayé de donner des réponses aux questions qui sommes-nous, d'où venons-nous et où allons-nous. Mais ces restes anthropologiques, paléanthropologiques, sont peu nombreux et il reste de nombreuses questions. Qu'est-ce qu'on sait? On sait aujourd'hui qu'à l'Europe, il y a, d'abord en Asie, il y avait Homo erectus, il y a à partir de 1,5 à 0,1 million d'années. Et en Europe, Homo heidelbergensis, il y a 600 à 200 millions d'années, 1000 années, excusez-moi, 600 000 à 200 000. Ça, ce sont les dates fournies par les fossiles. Après, il y avait les pré-néandertaliens en Europe et ensuite sont venus les néandertaliens ou évolués les néandertaliens qui ont occupé l'Europe depuis à peu près 300 000 ou 200 000 jusqu'à 30 000 ans. Après, ils ont disparu il y a à peu près 30 000 ans et leur culture, les Mustériens, a disparu également. Ils ont été remplacés par les êtres humains anatomiquement modernes qui ont commencé à coloniser l'Europe il y a à peu près 40 000 ans. Donc, au début, les néandertaliens étaient partout ici, aussi pendant les périodes froides. C'est pour ça probablement qu'ils ne sont pas montés plus au nord, parce qu'il y avait des glaciers, au moins des steppes, qui n'étaient pas assez hostiles à la vie. Et après sont arrivés les êtres humains anatomiquement modernes et ont colonisé l'Eurasie et ont peut-être poussé les néandertaliens d'abord vers l'Espagne où ils avaient leur dernier refuge, après ils ont disparu. Il y avait deux hypothèses sur l'évolution des êtres humains modernes qui s'opposent à partir des données paléanthropologiques, donc des fossiles, le modèle multirégional ou candélabre, selon lequel ils auraient évolué à partir des différentes populations d'Homo erectus. On a vu les Homo erectus, c'était en Eurasie, à partir de 1,5 million d'années à peu près. Donc à partir des différentes populations erectus, l'Homo sapiens, donc nos ancêtres, auraient évolué localement. L'autre hypothèse est celle du modèle Arche de Noé ou Out of Africa, donc à partir de l'Afrique, selon lequel les êtres humains anatomiquement modernes, donc nos ancêtres, auraient évolué à partir de l'Homo ergaster en Afrique. Pendant longtemps, les paléanthropologues se sont vraiment battus et personne n'a cédé de terrain sans qu'on ait pu conclure. Mais la plupart des paléanthropologues a quand même été favorables à l'hypothèse de la sortie de l'Homo sapiens, donc de nos ancêtres, à partir de l'Afrique, et après, ces êtres humains anatomiquement modernes auraient colonisé le monde entier. Mais il y avait quand même ceux qui ont résisté et qui se sont réfugiés sur leur hypothèse multirégionale. Qu'est-ce qu'elle a dit? La génétique, dans les années 80, a analysé les populations actuelles. D'un côté l'ADN mitochondrial, mais aussi l'ADN Y, donc chromosome Y, le chromosome des hommes, et a proposé l'hypothèse d'un Out of Africa, donc d'une Ève mitochondriale ou d'un Adam de chromosome Y, qui aurait évolué en Afrique et serait sorti après de l'Afrique pour coloniser le reste du monde. Donc eux, ils étaient favorables
où ils ont fait une coalition avec les paléanthropologues qui étaient eux aussi convaincus que c'était l'évolution en Afrique de nos ancêtres. Et quand on regarde un peu plus loin dans le génome nucléaire des êtres humains actuels, on voit que la diversité génétique la plus grande actuelle est chez les Africains. Beaucoup plus grande que chez les autres êtres humains. Et les branches phylogénétiques ici sont plus longues, ce qui indique que ces lignées, ces populations sont plus anciennes. Donc tout ça va dans le sens de l'évolution de l'être humain, donc de l'Homo sapiens, en Afrique. Donc nos ancêtres sont des Africains. Maintenant, il faut que je vous explique quand même un peu qu'est-ce que c'est l'ADN, qu'est-ce que c'est la génétique, pour qu'on se comprenne. Donc, qu'est-ce que c'est l'ADN? L'ADN, c'est la base matérielle héréditaire de l'information sur la morphologie, sur notre morphologie, le développement et le fonctionnement, mais pas seulement de nous, les êtres humains, mais tous les organismes vivants, sans exception. Et l'ADN, en fait, contient l'information sur comment, quand et combien des protéines sont faites. Les protéines qui constituent notre corps, mais qui constituent aussi ces petits catalyseurs qui font notre physiologie. Donc, toute l'information est codée dans l'ADN. Et on peut imaginer, ou on peut comparer cette information à un livre. Donc le génome, c'est la totalité de l'ADN, c'est le livre de la vie. Dans ce livre de la vie, les lettres sont remplacées par des unités de l'ADN, donc c'est nucléotides, comme on les appelle. On a donc 4 lettres qui constituent cet alphabet de la vie. Et à partir de ces 4 lettres est écrit le livre de la vie. Et on peut séquencer, on dit, c'est-à-dire déchiffrer cette séquence de lettres dans l'ADN. Ça se présente comme ça dans les labos. Pour après lire ce livre. Et puisque c'est énormément d'informations, le génome, c'est à peu près 2 fois 3 milliards de lettres. On parle plutôt d'une bibliothèque que d'un livre. Donc il y a énormément d'informations. Et ça, c'est contenu dans une grande molécule, mais qui est quand même invisible à l'œil. Donc qui est compactée dans le noyau de nos cellules, qu'on ne voit pas, et qui font leur œuvre dans les cellules. Maintenant, on a 2 voies où on peut déceler le passé en utilisant l'information génétique. Ce matériel génétique est transmis à chaque génération pour assurer la production d'organismes dont l'organisation physique et la physiologie reflètent en grande partie celle des parents. Donc, on lit les lettres de l'alphabet de la vie, donc l'ADN, la séquence de l'ADN, et ça nous donne 2 types d'informations. D'un côté, la généalogie, donc d'où on vient, quelle est la lignée de nos ancêtres, mais aussi les caractères physiques, comme on voit bien ici, ces portraits de famille. Qu'est-ce qu'on cible en génétique? Qu'est-ce qu'on analyse? On analyse d'un côté l'ADN mitochondrial. Et je dois vous raconter ça quand même, il faut que vous sachiez de quoi je parle, parce que sinon vous n'allez pas me comprendre après. Donc l'ADN mitochondrial, c'est une petite molécule circulaire qui, dans les petites organites, les mitochondries, qui fournissent l'énergie de la cellule. Et il y en a plusieurs dans la cellule, donc on a beaucoup de copies, comme on dit. Donc ce sont les mêmes molécules par cellule. Et là, on n'a que l'ADN mitochondrial de nos mères. C'est une hérédité
maternelle. Pourquoi? Parce que les spermatozoïdes, quand ils fécondent l'oocyte, ils laissent derrière eux cette queue dans laquelle sont toutes les mitochondries, parce que les mitochondries fournissent l'énergie et les spermatozoïdes doivent aller très vite pour trouver l'oocyte. Mais à la fécondation, c'est perdu. Donc on a uniquement, nous tous, l'ADN mitochondrial de notre mère. Par contre, l'ADN nucléaire qui est dans le noyau, ici compacté, c'est ça, ces molécules qui sont énormes, mais là on n'a que 2 copies par cellule, une copie du père, une copie de la mère. Donc avec l'ADN mitochondrial, on peut retracer la généalogie, les lignées maternelles. Et avec l'ADN nucléaire, qui contient donc l'information sur toute la physiologie, morphologie, développement, on a aussi l'information génétique sur les caractères physiques de l'individu. Donc on combine les 2 approches. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez m'interrompre si vous ne comprenez pas, ou si vous avez un commentaire. Donc, pour récapituler, le chromosome de la mitochondrie, ça nous raconte la lignée maternelle, seulement la lignée maternelle, et ne nous raconte pas les caractères physiques. On n'a pas d'informations sur les caractères physiques. Le chromosome Y, ça c'est dans le noyau, et c'est ce petit chromosome ici, ça c'est uniquement les hommes qui possèdent ce chromosome, et ça nous raconte donc la lignée paternelle. Et l'ADN nucléaire, donc tout l'ADN, le génome dans le noyau, nous raconte tout sur nos caractères physiques et physiologiques, évidemment. Pendant la reproduction, quand on se reproduit, il y a la gamétogénèse, comme on se dit, suivie de la fécondation. Ça veut dire on réduit les 23 paires de chromosomes qu'on a en 23 chromosomes individuels, et ça chez le père et chez la mère. Là, ils ne sont pas encore père et mère. Arrive la fécondation, et l'oocyte est fécondé par un spermatozoïde, et les gamètes sont fusionnés, et donc après, là, il y a association de ces 2 chromosomes du père le chromosome du père et le chromosome de la mère 23 fois, et il y a échange. Donc, à la fin, on a de la recombinaison, on dit recombinaison, c'est-à-dire il y a échange du matériel entre père et mère. C'est pour ça qu'on n'est pas des clones, ni de notre mère, ni de notre père. On est des mosaïques, comme on dit, on est mélangés. Et quand on regarde nos chromosomes, on a donc chacun de nous, sur chaque chromosome, on a une paire du père, un chromosome du père et un chromosome de la mère. Mais pas seulement ça, il y a aussi plus d'informations encore, parce que ce chromosome du père contient évidemment aussi l'information du grand-père paternel et de la grand-mère paternelle, et le chromosome qu'on a hérédité de la mère contient aussi l'information de la grand-mère maternelle et du grand-père maternel. Et quand on regarde encore un peu plus précisément, on a aussi les arrière-grands-parents et les arrière-grands-parents. Donc en fait, plus on analyse des marqueurs génétiques, plus on peut remonter loin dans le temps. Ça nous raconte l'histoire de tous nos ancêtres. Donc on a ces 3 approches. L'approche ADN nucléaire qui nous raconte toute l'histoire de nos ancêtres, l'approche mitochondriale qui nous raconte l'évolution de la lignée maternelle, et le chromosome Y pour la lignée paternelle. Ça c'est clair pour tout le monde? Très bien. Alors, maintenant on peut rentrer dans le sujet avec ces outils. On regarde et on compare les génomes entre les grands singes et les êtres humains, qui sont aussi des singes, on est d'accord? On peut reconstruire leur évolution. Par contre, ce qu'on ne peut pas reconstruire, c'est cette partie-là.
Parce qu'à partir du point où les chimpanzés a divergé des ancêtres des humains, on n'a plus d'informations. Donc on a juste les produits finaux de l'évolution génomique. Donc ça ne marche pas. Pour ça, il nous faut des fossiles. Donc si on veut analyser comment cette lignée humaine a évolué, il nous faut des fossiles. Idéal, ça serait évidemment d'avoir les fossiles et l'ADN. Leur génome, les génomes des fossiles. Donc, parce que la morphologie est insuffisante pour déceler toute l'évolution, comme on a vu. L'analyse des génomes actuels est insuffisante pour déceler le cours de l'évolution humaine aussi. Parce que, par exemple, on ne peut pas voir quand il y a des lignées qui se sont exterminées, qui ont disparu, qui sont éteintes, ou qui ont été remplacées. Ça, on ne voit pas dans les génomes actuels. Ça a disparu. Ce qu'on a de chez nous, c'est uniquement ces lignées qui ont continué. Donc maintenant, ça serait idéal de faire le pont entre la génétique et la morphologie en faisant la paléogénétique. Donc paléogénétique et paléogénomique, c'est-à-dire l'analyse des génomes préservés dans les fossiles. Si on peut faire ça, on a la clé pour étudier l'évolution humaine. Et effectivement, c'est possible. Depuis les années 80, on sait que l'ADN peut être conservé dans le tissu dur ancien et les tissus en cours de fossilisation. Par contre, il faut savoir que cet ADN subit quand même des grands, comment dirais-je, des malheurs. Quand un organisme meurt, l'ADN est tout de suite dégradé. D'abord par les cellules elles-mêmes et ensuite par les insectes et les bactéries. Ça, c'est la phase de la putréfaction et c'est super efficace. Ça détruit l'ADN, mais au bout de 2 heures, on a vu ça déjà au labo avec des souris, au bout de 2 heures, l'ADN est vraiment en tout petit bout. On a en même temps des réactions chimiques qui se produisent, l'hydrolyse et l'oxydation, qui elles aussi détruisent l'ADN. Il y a ici toutes ces flèches indiquent toutes les réactions qui se produisent. C'est très rapide au début, ça s'est ralenti plus tard, et ça continue tout le long. Tandis que cette phase-là, c'est uniquement au début, jusqu'à toute cette matière organique, le muscle, le sang et tout ça. Et je le dis maintenant de manière un peu familiale, tout est bouffé par les bactéries. Donc ça se voit dans l'ADN. L'ADN dans les vestiges archéologiques est vraiment détruit. Donc on n'a que des tout petits bouts. Et une quantité extrêmement faible. Donc très peu de molécules. En plus, les molécules sont fragmentées de ces énormes molécules qu'on a dans les noyaux, nous, vivants. Reste que des tout petits bouts. Et l'information génétique, en plus, est transformée. C'est un vrai défi méthodologique. Donc on doit vraiment s'acharner pour trouver des méthodes qui peuvent encore analyser ces molécules. En plus, puisqu'il y a tellement peu de l'ADN qui est préservé, qui survit, disons, ces attaques au début de la putréfaction et après, en plus, on a de l'ADN des microbes. Les microbes qui sont dans le sol et qui colonisent, une fois l'os est enfui, colonisent l'os. Et donc notre ADN endogène, qu'on veut analyser, en l'occurrence l'ADN humain, est dilué dans un océan d'ADN microbien. Ça rend la tâche pas plus facile, parce qu'il faut pêcher ces quelques molécules d'ADN pour pouvoir les analyser. Bon, on a des méthodes, on a développé des méthodes qui marchent, donc on est capable, mais c'est pas facile. Où est-ce qu'on trouve ces bouts et ces restes d'ADN? Dans les
restes anciens, vestiges anciens. Là, j'ai une momie pour vous montrer vraiment toutes les sources. D'un côté, les dents, qu'on peut encore trouver aussi chez les Néandertaliens et les sapiens, les anciens. Les cheveux, ça on ne trouve plus chez les Néandertaliens, mais chez les momies, on a des cheveux, donc les cheveux, on peut aussi analyser. Les ongles, ça on n'a plus chez les Néandertaliens, évidemment, mais les momies, on en a encore. Après, les os et la peau, c'est uniquement chez les momies, évidemment. Mais, puisque c'est tellement peu de matériel, il faut qu'on le multiplie afin de pouvoir l'analyser avec nos méthodes. Donc, il faut multiplier le matériel pour l'analyser. Et ça pose... On a des méthodes pour ça, des méthodes qui sont très puissantes, mais ils sont aussi très sensibles à la contamination avec l'ADN moderne. L'ADN environnemental, l'ADN qui vient par exemple du chercheur ou des fouilleurs ou de toute personne en contact. Donc la contamination avec l'ADN moderne est un problème. Donc il faut se prémunir parce que si on veut analyser des restes humains, on doit être conscient que notre ADN est partout. Ça peut tomber de la tête, hein, c'est sur notre peau, c'est dans notre salive, c'est partout. Et déjà, au niveau de la fouille, bon, normalement, les fouilleurs ne fouillent pas comme moi, là, à l'époque, ça fait déjà un moment, ou comme on peut faire maintenant, là, mais ils sont là avec leurs mains et avec leur transpiration, avec la sueur. Donc, déjà, à ce niveau-là, on peut contaminer le fossile avec de l'ADN humain. Après, il y a aussi d'autres étapes au laboratoire. Donc, il faut qu'on travaille dans un environnement de haut confinement. Ici, c'est notre laboratoire à Paris. Donc, c'est surpressurisé pour qu'on ne puisse pas introduire de l'ADN par l'aérosol. Et on a toutes les étapes expérimentales sont séparées dans des enceintes pour vraiment pouvoir contrôler tout. On utilise l'eau de Javel qui est très efficace et heureusement pas cher du tout pour détruire toute l'ADN qui est contaminant dans l'environnement. Mais il faut des procédures très strictes et c'est assez pénible de travailler comme ça. Voilà. Donc, maintenant, vous savez tout sur la génétique, sur les méthodes. Vous avez encore une question? Ok, maintenant je vais vous raconter les histoires. Qu'est-ce qu'on peut raconter? On a analysé plusieurs Néandertaliens. Quand je dis on ou nous, ça veut dire ma communauté. Hein, ce n'est pas notre labo forcément. C'est notre communauté. A analysé plusieurs fossiles néandertaliens de la dernière phase des Néandertaliens, autour de 40 000 ans. Et ça, c'était l'ADN mitochondrial. Maintenant, vous savez qu'est-ce que c'est l'ADN mitochondrial. Donc, les lignées maternelles. Et là, ils ont trouvé que les lignées maternelles étaient totalement distinctes des lignées maternelles de toutes les populations actuelles. Donc, on a conclu, entre Néandertaliens et Sapiens, il n'y a pas eu d'échange. Ce sont deux espèces différentes. Ça, c'était à la fin des années 90, début des années 2000. Vous semblez douter. Oui, pourquoi? Ah, vous avez déjà appris, vous avez déjà... Ah, d'accord. Bon, c'est quand même vrai. Ça, c'est pas un résultat faux. C'est vrai. On a pu, avec cette méthode, donc l'analyse de l'ADN mitochondrial, aussi voir que, en fait, les Néandertaliens étaient beaucoup plus à l'est. Donc, ils sont allés jusqu'en Sibérie, parce que ça, c'était des sites où on savait... Auparavant, on ne savait pas qu'il y avait des Néandertaliens. Avec les génomes de 5 Néandertaliens de l'Espagne, de l'Allemagne, de Croatie et de Caucase, on a pu déterminer que, en fait, la taille effective des populations néandertaliennes était très faible. Donc, peu de reproducteurs. La diversité génétique était faible.
Donc, consanguinité probablement élevée. Et il y avait une absence d'une structure de population, c'est-à-dire c'était les mêmes partout. Maintenant, il y a 10 ans à peu près, ils ont trouvé dans la grotte de Denisova, dans l'Altaï, et probablement vous avez déjà regardé l'expo, vous savez où c'est, dans le sud de Sibérie, trouvé des fossiles d'à peu près 40 000 ans. Une phalange, une petite phalange, des molaires très bizarres, qui ressemblent ni aux Néandertaliens, ni aux Sapiens, ils étaient plutôt proches des Erectus, très bizarre, et de l'ADN. Aussi bien les dents que cette phalange avaient préservé l'ADN suffisamment bien pour qu'on puisse séquencer le mythogénome. Qu'est-ce que ça donnait? Ici, c'est le mythogénome de toutes les populations actuelles. Ici, en bleu, ce sont les Néandertaliens. Donc ça, c'est confirmé. Les Néandertaliens, mitochondrialement parlant, sont distincts des populations actuelles. Et cette phalange était là, en dehors de la diversité là. Et qu'on a daté ça, la bifurcation, tout le monde était complètement surpris. 1 million d'années. 1 million d'années qu'il y avait une séparation entre les ancêtres des Néandertaliens et des êtres humains actuels. Et ça, cette lignée-là a donné suite à la fille de Denisova. Donc c'était une population totalement différente qu'on ne connaissait pas. Les paléanthropologues n'ont jamais vu cette population. Mais il faut garder en tête, l'ADN mitochondrial, c'est une molécule circulaire, donc c'est en fait un seul marqueur. Et ça représente qu'une infime fraction de notre génome, 0,0005%. Donc si on veut aller plus loin, il faut connaître aussi l'information des génomes nucléaires. Les génomes nucléaires avec les 3 millions d'unités, lettres. Et là, on aurait des millions de marqueurs. Et ça, c'était un succès. Ça, c'est l'équipe de Leipzig qui a séquencé aussi bien cette petite phalange de Denisova que la phalange du pied d'une néandertalienne à Denisova et maintenant aussi un fémur de la grotte de Vindia en Croatie. Et ça, l'ADN là, dans ces vestiges-là, était tellement bien préservé et tellement peu dilué dans l'ADN microbien qu'on avait des génomes, maintenant on a des génomes de haute qualité. De haute qualité qu'on peut analyser dans les années qui suivent. Et là, quand on fait la phylogénie, on voit que ici, ce sont les sapiens, tout ce qui est actuel, ce qui est vivant. Là, il y a les néandertaliens et là, il y a les denisoviens. Donc, 3 populations distinctes. Qu'on fait maintenant, sur la base du génome entier, une datation, parce que ça nous permet de dater, si on connaît le taux de mutation, le taux où l'ADN, l'information génétique change, on peut dire que les ancêtres des Néandertaliens de Vindia se sont séparés des ancêtres des humains actuels. Il y a 520 à 630 000 ans, donc plus que 500 000, 550 000 disons, à peu près. C'est toujours à peu près. La divergence entre les Néandertaliens de Vindia et les Denisoviens, ou la Denisovienne, date d'il y a à peu près 400 000 ans. Et entre les Néandertals d'Altaï et de Vindia, il y a à peu près 130 à 145.
Donc là, on a des nouvelles dates, et ça date vraiment de la semaine dernière, qui nous permettent d'avoir un échafaudage pour l'évolution récente de notre espèce. Est-ce que c'est clair? Maintenant, en analysant la population actuelle et comparant le génome des populations actuelles au génome d'un côté du Néandertal et de l'autre côté de la Denisovienne, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les Africains contiennent pas de partie néandertalienne et pas de partie de Denisova. Tandis que les Français contiennent de néandertaliens. Donc il y a une portion de à peu près 2,1% chez les Français et un peu plus chez les Chinois, 2,4%, et chez les Mélanésiens, Australiens. Donc Australiens, quand je dis Australiens, ce sont les aborigènes évidemment. Les Anglais en Australie, ça ne nous intéresse pas. Donc là, on voit une différence entre les Africains et les Eurasiatiques. Qu'est-ce que ça nous dit? Là, vous pouvez conclure vous-même. Ça, on ne peut pas dire. Ce qu'on peut dire, on ne peut pas dire qu'on vient de l'Afrique avec ça, avec cette carte-là. Ce qu'on peut dire, c'est... Maintenant, on le sait parce que je l'ai mis sur la carte. Mais les Néandertaliens n'étaient pas en Afrique. Exactement. Alors, conclusion? Exactement. Et le mélange se fait où? En Europe ou en Eurasie en tout cas. Donc pas en Afrique. Donc le métissage entre Néandertaliens et nos ancêtres s'est fait après leur sortie de l'Afrique. Sinon, les Africains auraient aussi des Néandertaliens ou des Denisoviens. Et après, ceux qui se sont mélangés là, maintenant ça ne marche plus, mélangés là avec les Denisoviens, avec les Néandertaliens, ont continué à migrer vers l'Inde et l'Asie du Sud-Est jusqu'en Australie et Polynésie, Mélanésie. Et là, ils ont rencontré les Denisoviens et se sont métissés avec les Denisoviens. Je crois que j'ai plus de batterie. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Le pourcentage de Denisoviens en nous, à nouveau rien chez les Africains. À nouveau, et cette fois-ci, rien chez nous, les Français ou les Européens, rien chez les Chinois, mais 5% chez les Polynésiens. Ben oui. Donc les Polynésiens et les aborigènes australiens ont fait 8% à peu près de pourcentage de partie de génome de ces populations archaïques. Denisoviens d'un côté et néandertaliens de l'autre. Vous êtes convaincus? Ah oui? Good. Et quand on fait la carte du pourcentage de Denisoviens partout dans la population actuelle, on voit ce qui est rouge, c'est là où il y a le plus. Donc ça confirme ce que je viens de dire, non? Donc j'ai le plus en Polynésie, en Australie, après en Asie du Sud-Est, et rien en Asie du Sud-Ouest, rien en Afrique. Oh, c'est gentil, ah, merci. Merci. Ok. Donc ça confirme. Maintenant, on peut vraiment quantifier le pourcentage de génome qui a été... On parle d'introgression. C'est-à-dire, introgression, c'est en fait un terme qu'on utilise chez les animaux ou les plantes quand une espèce introgresse dans l'autre, c'est-à-dire il y a mélange, métissage. Et ça, on voit très bien, on peut le quantifier. Donc, Denisova, les Denisoviens sont introgressés dans les humains actuels chez les Asiatiques de Sud-Est et les Océaniens. Les Néandertaliens, on a vu, se sont introgressés dans les Denisoviens.
Donc il y avait un mélange entre néandertaliens et dénisoviens. Et les néandertaliens se sont métissés avec les ancêtres des Eurasiatiques. Et il y a encore autre chose. Là, on a vu un flux génique d'une population fantôme qu'on ne connaît pas. Donc, l'arbre a complètement changé. Encore il y a 20 ans, ça n'existait pas du tout. Et les néandertaliens étaient séparés de tous les sapiens. Et aujourd'hui, on sait qu'il y avait de multiples métissages, dans un sens et dans l'autre. En Espagne, à Atapuerca, ils ont trouvé une population de pré-néandertaliens, disons, heidelbergensis ou pré-néandertaliens, dans la fosse à eau, parce qu'ils ont trouvé 28 squelettes de ces homininés du Pléistocène moyen. Donc c'est 400 000 ans. Et avec beaucoup du mal, ils ont trouvé un tout petit peu d'ADN. Ils ont pu reconstruire l'ADN mitochondrial. Ils ont trouvé dans ces pré-néandertaliens espagnols une lignée mitochondriale qui était très proche de la lignée des Denisoviens. Et ici, on a les néandertaliens et ici les actuels. Donc, Denisova et Cima de las Huesas sont relativement proches, ces lignées. Et qu'on montre ça, l'arbre phylogénétique avec le flux génétique qu'on avait vu. On voit ici l'ADN mitochondrial de Denisova qui nous a déjà surpris avant, parce que d'un côté, c'était une divergence des ancêtres néandertaliens et sapiens il y a 1 million d'années, ce qui n'a pas été confirmé par le génome nucléaire. Et en plus, c'était trouvé dans un heidelbergensis en Espagne, très proche. Donc cette lignée mitochondriale vient d'ailleurs. Ça, c'est un témoin d'une autre population qui doit être la population Erectus en Eurasie. Et l'ADN mitochondrial peut persister pendant les longues périodes. Ce sont des effets génétiques des populations. Donc ça ne date pas la divergence de la population denisovienne et de la population néandertalienne, mais ça témoigne de l'introgression d'Erectus dans la population denisovienne. Ça, je crois que je peux le sauter. Donc, on a maintenant vu qu'on a un flux génétique entre des populations ancestrales qui ont colonisé le continent eurasiatique à la suite des migrations archaïques hors d'Afrique, qui sont plus vieilles que 500 000 ans. Ça, c'est Homo erectus d'un côté et Heidelbergensis de l'autre. Mais on a après des populations issues de la vague de migration plus récente, 50 à 100 000 ans. Il y avait d'autres migrations, mais qui n'ont pas forcément laissé des traces, et qui ont contribué la plus grande part d'un génome eurasiatique moderne. Donc on a la majorité de notre génome est africain. Mais on a quand même des traces de ces populations archaïques, et en partie très archaïques, en petit pourcentage, en nous. Et là, on peut faire la synthèse entre l'hypothèse multirégionale, que je vous ai montrée au début, et celle d'origine africaine de l'homme moderne. Parce que, c'est vrai, on est africain, on est sorti de l'Afrique, mais après, localement, on s'est métissé avec d'autres populations. Donc, c'est très clair, on est tous des Africains, on est tous évidemment des migrants, des migrations dans tous les sens, tout le temps, et des métissages dans tous les sens.
Donc c'est métissage entre population autochtone, archaïque, et population immigrante, anatomiquement moderne. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? En plus, on a un squelette, et si vous avez déjà fait l'expo de Denisova, vous l'avez vu, ce squelette d'Oise, en Roumanie. Oise est un descendant d'un métissage qui avait lieu il y a 6 générations à peu près en amont de sa naissance. Donc il a encore beaucoup de néandertaliens en lui. Lorsque les squelettes, les fossiles qui sont plus récents, d'autres squelettes et les squelettes plus récents ont beaucoup moins de néandertaliens. Donc apparemment, l'introgression des néandertaliens dans notre génome n'était pas avantageux. Il y avait, comme on appelle ça, la sélection purificatrice. L'évolution a rejeté ces apports néandertaliens, c'est-à-dire les hybrides de ces métissages. Il y en a pas mal qui ne se sont probablement pas aussi bien propagés après, pas fait autant de progéniture. Donc, il y a beaucoup de variants génétiques d'origine néandertalienne qui semblent avoir un effet négatif. Mais pas tous. Parce que quand on regarde bien dans notre génome, on voit plein de traces de néandertaliens. Encore chez nous. Ça fait quand même un bout de temps. Donc tout ne peut pas être négatif. On a vu maintenant, et ça date vraiment de la semaine dernière, que les variants archaïques et non archaïques contribuent de la même manière au phénotype de la peau et des cheveux. C'est-à-dire, c'est un apport neutre. Et ça veut dire aussi que les néandertaliens eux-mêmes étaient variables par rapport à ces traits. Donc la population néandertalienne était mélangée comme nous. Il y avait un peu plus clairs et plus foncés. Il y avait 4 phénotypes comportementaux chez les néandertaliens qui contribuent plus à la variation phénotypique que les variants non archaïques. Excusez-moi, c'est en double. Donc on a certains variants génétiques qui sont impliqués dans le comportement, qui sont d'origine néandertalienne. Et ça concerne les chronotypes, c'est-à-dire vous êtes matinal ou pas. Vous avez votre meilleure heure à minuit ou à 6 heures le matin. Vous êtes plutôt solitaire et vous aimez mieux vous isoler ou plutôt social. Même, et ça c'est quand même un peu bizarre, la fréquence d'enthousiasme ou de désintérêt est apparemment aussi un trait qui vient de néandertalien, et même votre désir de fumer. Donc il y a des multiples phénotypes qui sont influencés par l'introgression néandertalienne, et en fait ils ont un lien avec l'exposition aux rayons UV. C'est ça le mécanisme qui est derrière. En fait, ce sont des traits qui peuvent s'expliquer, qui sont régulés par la durée et l'intensité d'ensoleillement. Et bon, on peut imaginer les Africains qui sont sortis de l'Afrique, qui sont arrivés en Europe il y a, disons, 35 000 ans, 40 000 ans, 35. Bon, c'était pas une période très ensoleillée, je pense. Donc, ils avaient du mal, probablement. Et les traits comme la couleur de la peau et les cheveux, les rythmes circadiens, l'humour, sont tous influencés par l'exposition à la lumière du soleil. Et ce n'est pas seulement un truc qui est dans la tête, ça passe par des hormones, comme le sérotonine. Donc la production de sérotonine est régulée par la lumière et est liée à ces traits comportementaux. Donc on peut dire que l'exposition au soleil a probablement formé les phénotypes néandertaliens, et les flux géniques vers Sapiens a contribué à la création de la variation de ces traits dans les populations eurasiatiques jusqu'aujourd'hui.
Il y a d'autres variants qui ont clairement un effet négatif et qu'on voit qui sont impliqués dans certaines maladies. Par exemple, la dépression, et là on est à nouveau manque de lumière, lésions de la peau précancérogènes, et ça aussi peut être lié à la lumière, la coagulation rapide du sang. Peut-être, on a imaginé que peut-être ça prévient la mort lors de l'accouchement, que ça coagule plus rapidement ou pendant la chasse. Et même le transport de vitamine B, qui est inutile si on a un régime riche en viande et fruits à coque. Donc les Néandertaliens ont certainement mangé de la viande et des fruits à coque, ou aussi des végétaux, hein, mais ça plus que peut-être les néolithiques, par exemple. Donc, on a un certain nombre de troubles qui semblent, jusqu'à la schizophrénie, qui semblent venir de cette introgression néandertalienne, qui, par contre, et ça, il ne faut pas oublier, ces risques de maladie chez les êtres humains actuels n'étaient pas forcément des risques de maladie à l'époque du métissage. Au contraire. À l'époque où ce métissage se produit, c'était probablement un avantage. C'est pour ça que c'est resté. Donc pour ces métis à l'époque, ils se sont reproduits beaucoup plus mieux que les autres. Mais aujourd'hui, avec notre style de vie, ça a changé la donne. Donc maintenant, c'est un inconvénient. Par exemple, le diabète, hein, parce qu'on mange plein de sucre. Donc, bon, les Néandertaliens, certainement pas mangé de sucre. Donc, ça, c'est normal. Et effectivement, ils ont trouvé dans une population au Mexique, c'est-à-dire amérindienne, donc la population originaire, qui avait un taux de diabète très élevé. Ils ont regardé, ils ont cartographié le gène, le variant génique associé à cette maladie. Ils ont trouvé que ça, c'était néandertalien. Donc, c'était les métis de l'Asie de l'Est, Nord-Est, qui sont passés par l'étroit de Bering et qui ont colonisé l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud et qui sont restés là, et ça s'est très très bien passé jusqu'au moment où ils ont commencé à manger du sucre. Et maintenant, ils ont là des diabètes à un taux très élevé. Une autre, on n'a pas seulement les néandertaliens qui s'est introduit. Par exemple, il y a un gène de la voie de l'hypoxie, c'est-à-dire c'est impliqué dans la production d'hémoglobine et combien de molécules d'oxygène sont liées à cette molécule hémoglobine dans notre sang. Donc plus ça peut lier l'oxygène, mieux on peut résister aux conditions d'hypoxie, c'est-à-dire à haute altitude par exemple. Et on a trouvé que chez les Tibétains, ces gènes-là est sous sélection très très forte. C'est-à-dire un Tibétain qui n'a pas ce variant génique ne peut pas survivre au Tibet. Donc ils ont tout ça. Et ils ont trouvé que ça, c'est un variant qui vient du Denisovien. L'explication la plus probable est que ça vient de Denisovien. Donc les Denisoviens auraient, par leur introgression, conféré ces variants géniques qui a permis aux Tibétains de vivre à haute altitude. Voilà. Donc, les métissages ont permis la capture de gènes de populations archaïques autochtones qui ont dû procurer un avantage sélectif aux premiers migrants anatomiquement modernes. Sinon, ils ne seraient pas là. Maintenant, après, ça peut changer maintenant, hein, parce qu'on a changé beaucoup notre mode de vie. Donc, on verra qu'est-ce que ça va faire. Mais ce n'est pas la seule explication. Ce qu'on a trouvé aussi, pourquoi on a moins de Néandertaliens en nous maintenant qu'il y a 35 000 ans, c'est aussi parce qu'il y avait une partie d'une population eurasiatique basale, comme on l'appelle,
regardez pas, c'est grave, c'est pas important. Je voulais juste continuer l'histoire. Et ça, c'est l'histoire maintenant de l'âge de glace. Les populations, le peuplement de l'Eurasie ou de l'Europe, je me concentre surtout sur l'Europe, pendant la glaciation. Donc, les populations africaines sont sorties et se sont diffusées relativement rapidement. Il y a moins de 50 000 ans, ici en Europe de l'Est et en Asie du Sud-Ouest. Vous connaissez déjà ce gars-là. Donc celui-là et un autre, un cousin en Sibérie, celui avait encore beaucoup de néandertaliens, mais le reste de son génome, on voit, il n'a pas laissé des traces dans les génomes actuels. Donc ça, c'était des cul-de-sac de l'évolution. Ce sont des populations qui ont disparu, qui n'ont pas laissé de descendants. Donc il y a des migrations, de colonisation, de remplacement, de disparition de populations humaines au cours du Pléistocène qui sont influencées par les fluctuations climatiques. Et les fluctuations climatiques au Pléistocène étaient énormes. Et ça, on voit aussi chez les animaux et les plantes. Nous, par exemple, mon labo, on a fait une étude de bisons et on a analysé aussi des ossements ici du musée des Hésies. Et on a vu que là, les bisons aussi, il y avait changement, altération entre les populations des bisons de steppe, adaptés au climat froid et aux steppes, et les bisons ancêtres de nos bisons européens actuels, qui sont plutôt adaptés à un climat un peu plus tempéré et à une végétation moins steppique. Et ça se voit même à Chauvet. Par exemple, dans la grotte Chauvet, on a ces deux populations qui ont dû se chevaucher il y a 35 000 ans à peu près. On le voit dans une peinture sur un pilier à Chauvet. Ce sont deux types très différents que, bon, au moins moi je trouve que ça représente bien les deux types. Donc la même chose on voit chez les humains. On voit entre 65 000 et 337 000 ans, sortie de l'Afrique, métissage avec les néandertaliens, diffusion rapide en Asie et Europe. Et ces populations-là ont laissé peu de matériel génétique dans les génomes européens actuels. Donc éteints, comme des populations animaux aussi, qui ont simplement disparu. Après arrivent d'autres. Ce sont les ancêtres des Européens descendants de populations du Proche-Orient à partir de à peu près 37 000 ans. Ça, on voit dans les génomes. Et entre 37 000 et 14 000, là, il y avait une stabilité génétique, absence de flux génique d'ailleurs, et ça, c'était une population associée à la culture aurignacienne. Donc là, il y avait stabilité. Pas d'apport, pas de métissage. Par contre, on sait de l'archéologie, on sait qu'il y avait quand même les Graviciens, une autre culture qui était arrivée ici en Europe de l'Ouest aussi. Brassempluie, par exemple. Mais quand on regarde les génomes, on voit que ces gens sont arrivés, mais ils n'ont pas laissé de traces. Donc apparemment, là, il n'y avait pas métissage, ou au moins, il y avait métissage uniquement avec une population qui n'a pas survécu. Donc, les Graviciens n'ont pas laissé de la trace dans nos génomes. Tandis que les Aurignaciens sont restés sur place, ont évolué et ont produit plus tard la culture magdalénienne, que vous connaissez certainement tous. Donc ça, c'est lié aux fluctuations climatiques. Les populations fondatrices d'Europe se sont retirées sur la péninsule ibérique au maximum de la dernière glaciation, à peu près 25 à 19 000 ou 20 000, là où les glaciers sont descendus vraiment très, très fortement jusqu'au sud. Et la péninsule ibérique était un refuge.
ça, on sait aussi des populations animales. Donc, on peut très bien toujours comparer le comportement des humains et des animaux. De toute façon, les humains, à l'époque, étaient des chasseurs aussi. Hein. Ils ont suivi les populations animales. Donc, ils sont liés. Et après le réchauffement climatique, il y a à peu près 14 000 ans, ou 14 500 ans, les populations de l'Europe du sud-est et de l'Asie du sud-ouest se sont répandues en Europe et ont déplacé les groupes humains antérieurs. Donc ces Aurignaciens ont disparu. Il y avait des populations qui venaient de là et qui ont remplacé les paléolithiques ici. Donc remplacement, et ça on voit dans les lignées maternelles, il y en a qui disparaissent comme ça, on ne les trouve plus. On en trouve quelques-unes à l'Est, mais plus en Europe. Par contre, il y a un nouveau phénotype qui apparaît. À partir de 14 000 ans, le phénotype peau foncée et yeux bleus commence à se répandre en Europe. On l'a dessiné comme ça. Donc, pour la première fois, on a des yeux bleus qui apparaissent chez les populations qui sont associées à la culture mésolithique. Donc, on voit, et ça devient de plus en plus agité, des migrations dans tous les sens, des métissages dans tous les sens. Et quand on continue l'histoire, ça ne change pas. Donc on avait d'un côté les paléolithiques, et après il y a à peu près 12 000 ans en Asie du Sud-Ouest, il y avait une transition d'un style de vie chasseur-cueilleur en style de vie agriculteur. Et ça, c'était l'événement fondateur de nos sociétés actuelles. À partir de ce moment-là, on galère, on bosse. Ça a changé beaucoup. Par contre, on avait moins faim, on n'avait plus ces périodes de pénurie qu'on avait certainement avant, parce qu'on a produit de manière régulière les céréales et la viande, et on a eu des troupeaux, donc on pouvait assurer une nutrition régulière. Et quand on regarde les premiers agriculteurs, on voit qu'il y avait 4 populations fondatrices. D'un côté, les néolithiques de l'Iran, après les néolithiques du Levant, et en Europe, il y avait toujours les chasseurs-cueilleurs à cette époque. Nous, on était un peu retardés. Hein. Donc, ça, c'était à l'époque, tout ça s'est fait dans les croissants fertiles. Donc, Anatolie, Levant, Irak. Tandis que nous, en Europe, les chasseurs-cueilleurs de l'Europe de l'Ouest et de l'Est, c'était encore des chasseurs-cueilleurs. Ils n'ont pas encore fait l'agriculture. Donc sont arrivés ces néolithiques iraniens et néolithiques du Levant se sont mélangés avec les Anatoliens et ont commencé à migrer vers l'Europe. Selon 2 routes de migration, celle continentale et une autre sur la Méditerranée. Et à rencontrer ces chasseurs-cueilleurs de l'Ouest et de l'Est. Donc maintenant, l'image de ce melting pot qu'est l'Europe se présente de cette manière-là. On a d'abord la colonisation il y a 50 000 ans à peu près, ici, ou 45 000 ans ici en Europe. Ça, c'était la période quand les Néandertaliens se sont retirés. Après, il y avait une population qui est restée dans les Caucases et qui est sortie après la dernière glaciation. Donc ça, c'était un refuge. On le voit aussi chez les bisons, par exemple. Ils se sont aussi réfugiés ici, les ancêtres des bisons européens. Et ils sont sortis après la glaciation, quand le climat est devenu plus clément, sont sortis vers le nord et se sont répandus ici. Il y a 7000 ans, il y avait ces premiers agriculteurs du Levant, du croissant fertile, qui se sont répandus en Europe, ici, là. Et
il y avait encore une migration à partir de, je crois, j'avais une animation, mais c'est pas très grave. Une population ici en Asie du Nord-Est, ce sont non, pas Nord-Est, ce sont les anciens Eurasiatiques du Nord, qui sont aussi rentrés en Europe de l'Ouest. Après, c'est très mélangé avec les chasseurs-cueilleurs du Caucase. Donc, ces néolithiques sont arrivés en Europe. Et c'était donc, pour la première fois, on peut être sûr que c'était une migration démographique et non pas seulement un transfert technologique. Parce que ça, pour longtemps, en archéologie, c'était discuté. On peut aussi transférer juste la technologie, l'agriculture et la domestication des animaux. Non, c'était pas seulement ça, ils sont venus physiquement. Et les animaux avec. Donc les chèvres, les cochons, les brebis et les vaches ont été domestiqués ici et sont arrivés en Europe avec les premiers agriculteurs, les néolithiques. Et pas seulement ces animaux-là, nous on a aussi étudié les chats. Les chats ont fait la même chose. Les chats aussi se sont rapprochés des premiers agriculteurs parce qu'il y avait des graines accumulées, donc plein de rongeurs autour. Donc les chats étaient attirés par les rongeurs et les premiers agriculteurs étaient très très contents qu'il y a des chats qui mangent les rongeurs. Donc ils sont restés. C'est donc une relation commensale qui s'est développée et les chats ont suivi les êtres humains sur la migration et plus tard, pendant l'Empire des Romains, même avant les Phéniciens, les Grecs, les Égyptiens, il y avait encore une autre lignée en Égypte, certainement quelque chose de différent qui s'est produit là encore, jusqu'aux Vikings. Donc les chats étaient sur tous les bateaux et ont été répartis dans tout le monde. Donc on peut raconter l'histoire des populations humaines aussi par les animaux. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à l'âge du bronze? Il y avait des populations dans les steppes pontiques, donc la Ukraine, dans cette région-là, qui ont domestiqué les chevaux, qui ont inventé la roue, qui avaient une économie basée sur les bœufs et qui se sont déplacés. C'était une culture qui était très différente de la culture néolithique. Ça, c'était déjà connu par l'archéologie. Il y avait une nouvelle perception de la famille, propriété, statut de l'individu, donc une nouvelle civilisation. Et cette civilisation est arrivée en Europe, a déferlé sur l'Europe. Et quand on analyse les populations anciennes, on voit les agriculteurs du Proche-Orient et du Néolithique ancien et moyen en Europe. Après, on voit aussi dans le nord les chasseurs-cueilleurs de l'Europe du Nord et de l'Est, un tout petit peu aussi chez les premiers agriculteurs en Europe, mais beaucoup moins. Tandis qu'ici, dans le nord, on ne voit pas les agriculteurs de croissants fertiles. Donc eux, ils sont restés pas touchés par les migrants. Et après, on a ici, en Hongrie et à l'est de l'Europe, trois parties, une troisième partie qui vient de ces, on les appelle Yamnaya, parce que c'est la culture Yamna, donc la culture de Kurgan. Ce sont les gens qui viennent donc, de ces steppes et qui ont, eux, un peu de cette proportion du Caucase dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est le témoignage de cette population qui est descendue du Caucase, qui s'est mélangée avec les populations là-bas et qui est restée manifeste chez les Yamnaya. Donc ces Yamnaya, ici, ont déferlé vers l'Europe centrale et le nord, se sont répandus là, et ça c'est un événement, ça a dû être extrêmement violent. 3/4 des génomes de 4 individus préservés dans un contexte de la culture de la céramique cordée, donc corps de doigts, ici, descendaient de Yamnaya. Vous imaginez, 3/4 du génome a été remplacé. Ça, c'était pas un processus long. Ça, c'était carrément violent.
Donc c'était une migration massive des Yamnaya, de leur steppe, vers l'Europe centrale, il y a environ 4500 ans. Et ça se voit toujours. On voit ici les néolithiques anciens et moyens, donc ça ce sont les anciennes populations qui sont aussi arrivées en Europe, ces oranges là. Après on a ici les néolithiques récents et l'âge du bronze, où on voit cette proportion du Caucase ou des steppes, le vert, arriver et remplacer vraiment trois quarts en partie. Chez les corps des doigts, c'était, donc les céramiques cordées, c'était trois quarts. Mais ça se voit toujours en Europe. Quand on regarde aussi, ça ce sont les Européens actuels, on voit un gradient nord-sud. Plus on est au sud, plus on a le génome des premiers agriculteurs anatoliens. Plus on est au nord, plus on a le génome de ces pasteurs de steppe. Et ça se voit quand on regarde le génome de Ötzi, de l'homme de glace. Et on le compare avec les populations actuelles. On voit ici, c'est Ötzi. Il est très proche des Sardes. Les Sardes, ce sont les premiers agriculteurs néolithiques de l'Anatolie. Ils n'ont pas changé. Ils sont très très bons. Ils sont très très proches. Il n'y avait pas de flux génique de quelqu'un d'autre. Là. Tandis que dans le nord, ce sont les Yamnaya. Donc, la préhistoire européenne récente est ponctuée par deux migrations majeures. La première était évidemment la migration néolithique qui nous a apporté le fondement de nos sociétés, c'est-à-dire l'agriculture et la domestication des animaux. Et la deuxième était donc ce déferlement des Yamnaya qui nous a amené le cheval domestiqué et le génome du Caucase. Donc vous voyez bien, depuis longtemps, donc ici on est à 500 000 ans, il y avait métissage entre les différentes populations, et ce ne sont donc pas des espèces différentes, parce que sinon il n'y aurait pas de descendance fertile, et il y avait quand même un certain degré de fertilité, sinon on ne le verrait pas dans nos génomes. Donc, métissage tout le long de notre histoire, et ça s'est renforcé récemment, donc les derniers millénaires, ici en Europe. Voilà, des migrations et des métissages partout dans le monde. Et on voit ça aussi au niveau de nos gènes, c'est-à-dire de nos phénotypes. Un des variants géniques les plus sélectionnés, qui est le plus sous une pression de sélection positive, c'est-à-dire qui a vraiment procuré un avantage sélectif, c'est le lait, la capacité de boire du lait. Normalement, c'est donné uniquement au bébé. Une fois on est sévé, après le sévrage, on n'a plus la capacité de boire du lait. Mais il y a une mutation qui a apparu spontanément à l'âge du bronze dans les populations des pasteurs des steppes et qui a tellement bien réussi à cet individu où cette mutation a apparu. En buvant du lait, après, il a pu se reproduire beaucoup plus facilement. Donc il a fait plein de petits qui avaient tous, là, ou un certain pourcentage avaient aussi cette mutation. Et ça s'est très vite répandu dans la population, qui est un signe comme quoi cette mutation était vraiment utile. Et c'est apparu à l'âge du bronze avec les Yamnaya. Donc c'était les pasteurs des steppes, qui étaient une population clairement basée sur l'économie des bœufs. Donc c'est probablement pas seulement le lait frais, mais le lait frais de la vache qui était en question, où c'est apparu, et ça s'est très vite répandu, et aussi répandu partout ailleurs en Europe, là où les Yamnaya sont passés. Voilà, c'est les bœufs qu'ils ont amenés avec eux, et aujourd'hui encore on le voit, parce qu'on a là aussi un gradient dans la population européenne.
les gens qui peuvent boire du lait, qui peuvent donc digérer le sucre du lait, le lactose, qui ont donc l'enzyme qui digère ça, sont surtout ici, dans le nord de l'Europe. Après, il y a un gradient. Donc en Italie, c'est uniquement un quart de la population. Et on voit le même gradient chez les vaches. Les vaches ont la plus grande diversité génétique dans les allèles, donc les variants géniques, qui sont responsables pour la production du lait, aussi dans les populations du Nord. Donc c'est vraiment un bel exemple d'une coévolution entre animal et humain. Et l'Espagne, qu'est-ce qui explique l'Espagne? L'Espagne, de tolérance. Ah, c'est vrai, je n'ai pas encore réfléchi là-dessus. Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Ça pourrait, en fait, si, ça pourrait s'expliquer. Ces Yamnaya sont aussi venus ici. Ah, d'accord. Et en fait, il y avait pas mal de... C'était pendant le Chalcolithique. Non, ça c'était après, non. Mais on voit dans les populations espagnoles aussi la partie Yamnaya, qu'on ne voit peut-être pas en Italie. Sinon, ça peut aussi être un artefact. Parfois, on a des problèmes d'échantillonnage. Donc, je devrais regarder. Je ne sais plus. On voit aussi les phénotypes, les yeux, la couleur des yeux et de la peau et des cheveux. Donc, on avait les chasseurs-cueilleurs mésolithiques avec des yeux bleus, mais sinon, ils étaient assez foncés. Et ce phénotype, dans les sites archéologiques, est descendu. On ne le trouve plus au néolithique, tandis qu'on trouve les phénotypes de l'homme des glaces, aussi foncé, mais aussi les yeux marrons. Et ça augmente énormément et abruptement. Maintenant, c'est aussi parce qu'on regarde dans les sites néolithiques, hein, ça peut aussi être un biais d'échantillonnage. Après, le phénotype des chasseurs-cueilleurs, il y a une recrudescence plus tard à l'âge du bronze, et ça on voit aussi avec d'autres, parce qu'il y a apparemment, au cours du temps, il y avait les néolithiques, les arrivants, les migrants qui venaient d'Anatolie. Ces premiers agriculteurs se sont quand même fait amis, plus ou moins, avec les chasseurs-cueilleurs et se sont quand même reproduits, donc ils étaient intégrés, il y avait métissage aussi. Donc ça, on voit clairement dans les génomes, à partir du néolithique moyen, il y a la partie chasseurs-cueilleurs qui arrive à se montrer. Voilà. Et pareil pour la couleur des yeux. Donc, les chasseurs-cueilleurs, ça diminue, mais un autre allèle qu'on a trouvé chez les néolithiques augmente. Donc, à partir du néolithique, on a trouvé, nous, en France, déjà, au néolithique, une mutation qui fait les yeux bleus. Donc, les Yamnaya semblent être responsables du phénotype européen et asiatique. Donc, lactase persistance chez l'adulte, la peau claire, cheveux et yeux foncés et une grande taille aussi. On sait par l'archéologie que les Yamnaya étaient grandes et on trouve ça dans le génome aussi. Ils étaient grands et et quand on regarde leur migration, comme ils ont dû passer par l'Allemagne, donc l'Europe centrale, vers le nord, bon, les gens sont plus grands. Hein. Donc on voit ça aussi, aujourd'hui encore. Donc nous, on est clairement le produit de tous ces métissages de différentes populations. On ne sait pas encore beaucoup sur la France. Dans notre équipe s'est attelée à regarder, à analyser la situation du peuplement de la France, du néolithique, maintenant même mésolithique jusqu'au Moyen-Âge. Et là, on a aussi déjà plein de résultats qui ne sont pas en contradiction ce qui a été raconté par ailleurs en Espagne ou en Allemagne. Et je crois, avec ça, je vous dis merci de votre attention et je suis prête à discuter avec vous. Merci.